Donc je cède la parole à Vanessa qui va vous présenter la dernière personnalité élue. Elle est professeure en santé et pathologie de la faune sauvage au département des maladies infectieuses et parasitaires de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège. La professeure Annick Linden fait son entrée dans la 6e section. Pourquoi j'ai choisi de faire ces études-là? Je pense que comme beaucoup de vétérinaires, c'est au départ une passion et beaucoup de curiosité pour la biologie, pour le règne animal au sens large, et aussi la grande diversité d'espèces qu'on peut étudier. Et mon premier choix de vie, en fait, c'était de partir à l'étranger et d'exercer mon métier de vétérinaire euh, à l'étranger. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai même fait une année supplémentaire de médecine tropicale à Anvers. Euh, voilà, et puis bon, voilà, les hasards de la vie ont fait que j'ai commencé une thèse de doctorat ici à la faculté vétérinaire, chez le professeur Pierre Lequeux en physiologie respiratoire. Et c'est vraiment lui qui m'a donné ouais, vraiment le goût de la recherche et l'envie de continuer. Je pense aussi que la recherche nourrit l'enseignement, puisque ici à l'université on donne aussi des cours, et donc ça me permet clairement de me remettre souvent en question la recherche, d'être très humble par rapport à ce qu'on ne connaît pas, et oui, ça m'apporte beaucoup. Enseigner, c'est vrai que c'est transmettre, et donc ce que j'aime bien aussi, c'est de les titiller, de titiller leur curiosité. Oui, de manière générale, c'est ça, et d'essayer qu'ils aient du plaisir à comprendre notamment les interactions hôtes pathogènes. Depuis le début de ma carrière, donc je suis partie au Vietnam, en Afrique du Sud, aux États-Unis bien sûr, soit pour donner des cours, soit des conférences. Et aussi, oui, j'ai aussi eu un projet qui m'a beaucoup tenu à cœur. Donc j'ai eu un projet de collaboration en Équateur, un projet qui a duré 5 ans et qui m'a permis de créer sur place, donc à Quito, le premier laboratoire de diagnostic sur la tuberculose bovine. Donc voilà, c'était un beau projet de vie. Et actuellement, je voyage aussi pas mal parce que je suis représentante pour la Belgique, donc ce qu'on appelle point focal wildlife, auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et donc je voyage aussi en Europe. J'ai été en Lituanie, en Biélorussie, à Saint-Pétersbourg. Oui, j'aime beaucoup les voyages. Oui, oui, la rencontre notamment de gens qui ont des visions, oui, des cultures différentes, et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort, hein, clairement. Nous avons 3 enfants, Adrien, Salomé et Alice, donc, qui ont 29, 27 et 25 ans. Et bon, mon compagnon et moi, on ne pense pas les avoir influencés, en tout cas pas volontairement, on ne les a pas torturés non plus, mais ils ont tous les 3 choisi de faire des études dans le domaine de la santé. Donc dans la tribu, il y a 2 médecins anesthésistes et une vétérinaire. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup la course à pied, mais j'aime encore plus les randonnées. Donc par exemple, il y a quelques années, on a fait le GR20 en Corse avec les enfants. On a aussi fait un trek dans le Mercantour. Oui, j'aime beaucoup me promener dans la montagne. Donc c'est un challenge physique, mais ça me permet aussi de m'apaiser. Euh, et, et quand je ne marche pas, j'adore lire, évidemment. Donc, si vous deviez m'emprisonner sur une île déserte, et si je peux avoir des objets, oui, je partirai avec des livres et un couteau aussi. Enfin, des livres certainement, sur une île déserte, oui. Je ne sais pas faire un choix. C'est la famille, c'est mon boulot. Et je suis passionnée, je pense, pour ces 2 aspects-là. Moi, je vois un challenge important, un défi important, qui est d'anticiper les nouvelles maladies qui vont apparaître, et notamment les maladies à transmission vectorielle. Et je pense que pour ça, on le vit déjà, hein, ce défi-là, et je pense qu'on doit être prêt, et notamment croiser les compétences pour relever en fait ce défi-là. D'abord, je suis fière d'en faire partie, ça c'est une première chose.
Et puis j'ai vu aussi que l'Académie doit régulièrement rendre des avis sur des thèmes sociétaux très variés qui en fait croisent la santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement. Et ça me parle beaucoup. Donc oui, je la vois vraiment comme un lieu d'échange de compétences, d'échange d'expériences de vie aussi. Le petit mot que ce que je pourrais ajouter, c'est que pour les générations futures, j'espère qu'ils auront autant de passion pour entamer leur projet de vie que ce que moi je n'ai eu quand j'ai démarré. Voilà, une personnalité certainement très riche également. Et donc, je vous rappelle qu'elle a été présentée par la 6e section vétérinaire et professeur en santé et pathologie de la faune sauvage au département des maladies infectieuses et parasitaires à la faculté de médecine à l'université de Liège, de médecine vétérinaire à l'université de Liège. Donc, elle a évoqué tout à l'heure, sans prononcer le mot, One Health. Vous savez que c'est un concept qui est de plus en plus important. Et certainement, sa contribution pourrait être très intéressante au sein de notre académie. Et nous sommes heureux de l'accueillir. Elle va vous présenter en quelques minutes les travaux principaux de sa recherche. Monsieur le vice-président, Madame la présidente élue, Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, j'ai choisi de vous présenter, de vous résumer mon parcours en photo. Et je vais passer sur la première slide. Je voudrais aussi remercier l'Académie de m'accueillir aujourd'hui. Alors, j'ai démarré ma carrière dans le service du professeur Lequeux, qui est ici avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai fait ma thèse dans son service en physiologie respiratoire. Puis, j'ai continué ma carrière dans le département des maladies infectieuses. C'est en fait en étudiant une bactérie, une mycobactérie plus spécifiquement, chez les bovins, que j'ai glissé sur les ruminants sauvages en étudiant la même bactérie. Et puis, je suis restée dans ce domaine pour le reste de ma carrière. Et j'ai eu la chance en 2007 de développer, à la faculté vétérinaire à Liège, de développer le service de santé et pathologie de la faune sauvage. Et donc à cette époque, on était le tout premier service en Belgique spécifiquement dédié à la surveillance sanitaire des animaux sauvages, de la faune sauvage autochtone, celle de nos forêts. Et donc on répondait à des critères bien précis à l'époque. L'OMS, l'OMSA également et la FAO avaient vraiment comme condition d'intégrer la santé de la faune sauvage dans ce concept ONL que vous connaissez. Alors, comme objectif, en fait, on est surtout centré sur la détection d'émergence en faune sauvage, donc on traque les agents pathogènes qui circulent en faune sauvage, des agents pathogènes qui sont transmissibles à l'homme dans certains cas, transmissibles aux animaux domestiques, et on essaie en fait d'évaluer les risques et de prendre des mesures le cas échéant. Alors au niveau ressources, j'ai une équipe de 6 scientifiques au service, et alors on travaille beaucoup avec évidemment la région wallonne qui finance une grande partie des projets de recherche, et notamment avec le département de l'étude du milieu naturel et agricole qui a pour but en fait de faire l'inventaire des populations sauvages dans nos forêts. Si vous voulez les étudier, il faut savoir combien il y en a, il faut estimer les populations, il faut connaître leurs déplacements, et donc c'est une équipe qui fixe des colliers GPS sur les cerfs, sur les sangliers, qui a des pièges caméra également. Et en fait, c'est très important pour nous, cette collaboration, parce que si vous suivez les déplacements d'un animal sauvage, mais vous suivez les agents pathogènes qui véhiculent. Et donc c'est vraiment une collaboration très très importante. Alors, comment travaille-t-on, comment fait-on ce type d'analyse? Évidemment, les animaux ne sont pas attachés ni bouclés dans des espaces confinés, ils sont dans la forêt, donc il faut les attraper. Et donc on a une méthode ciblée, donc là on collabore intensément avec les chasseurs qui prélèvent en période de chasse les animaux, et donc on récolte des échantillons sur les animaux présumés sains qui sont abattus à la chasse, et on lance des analyses très ciblées, recherche brucella, mycobactéries, leptospire, et donc au laboratoire, essentiellement par qPCR. Et donc cette méthode ciblée nous permet d'avoir des échantillonnages dans le temps et dans l'espace très très importants. Une deuxième méthode très importante aussi, c'est ce qu'on appelle la méthode événementielle. Et donc là, c'est tout à fait différent. Donc on autopsie, on analyse des animaux sauvages trouvés morts, qui nous sont transmis, vous voyez sur la photo, par des
soit des chasseurs, soit des agents du département nature et forêt qui nous amènent ces animaux. Et donc on essaie de déterminer la cause de la mort. Est-ce que c'est une cause biologique ou non biologique? Si c'est une cause biologique, est-ce que c'est un agent pathogène qui va poser problème pour l'espèce en question, pour les animaux domestiques, pour l'homme aussi? Et donc c'est une autre approche qui est très complémentaire. Et finalement, grâce à ces deux approches, on a réussi au cours des années à détecter des pathogènes émergents qui circulaient en faune sauvage, des espèces animales, nous en montré quelques-uns, des pathogènes ici aussi qui sont endémiques. Alors c'est sûr qu'on publie ces données, ça c'est important, et donc j'en ai repris quelques-unes, et notamment ici 3 agents pathogènes à impact zoonotique qui sont présents en faune sauvage. Par exemple, le virus de l'hépatite E, donc 30% d'après nos études des sangliers sont porteurs d'hépatite E. Ils sont aussi porteurs de Bruxelles Suisse, du virus de la maladie de Gesti. Enfin, le sanglier, c'est un réservoir extraordinaire en termes d'agents pathogènes. Vous voyez plus bas un lièvre qui est autopsié, qui est atteint de tularemie, hein, donc qui est aussi transmissible à l'homme. Et enfin, on a une étude sur le long cours, sur le renard, où on étudie en fait depuis plusieurs années le portage par le renard d'Echinococcus multilocularis, qui est un parasite transmissible à l'homme. Et donc, on a des régions en Belgique où plus de 50% des renards excrètent ce parasite. Et donc, il faut voir aussi ce que ça peut donner quand ils viennent excréter dans les jardins, dans les potagers. Et donc, ces données sont publiées, mais ce qui est aussi très important pour nous, c'est de fournir des recommandations aux chasseurs, aux agents forestiers, à tout ce public avec lequel on travaille, pour leur dire voilà, faites attention, vous voyez là sur la photo, le sanglier qui est viscéré, le videur n'a pas de gants, ça c'est vraiment quelque chose de très très rare. On essaie vraiment de toujours faire passer ce message d'hygiène, notamment quand on est au contact avec des animaux sauvages, c'est vraiment très très important. Alors, un dernier agent pathogène qui nous a beaucoup challengé en 2018, c'est le virus de la peste porcine africaine. Donc, la Belgique a été infectée par ce virus en 2018, et je peux vous dire que ça a vraiment changé notre activité à ce moment-là, parce que la pression était très forte. Il s'agissait, puisque le virus s'était répandu dans les populations de sangliers dans l'est du pays, d'éviter que ce virus ne se répande au sein des sangliers, ça c'est une chose, mais d'éviter aussi qu'il ne soit transmis à des porcs domestiques. Et le pays a été, à cette époque-là, en 2018, complètement bloqué au niveau économique. Donc les exportations de porcs et produits dérivés ont été complètement bloquées. Donc la Flandre n'était pas très contente, des sangliers wallons qui étaient infectés. Donc la pression était très forte pour travailler et gérer cette crise-là. Et je dirais que ce que m'a appris cette gestion de crise, qui heureusement n'a pas d'impact zoonotique, c'est qu'il a fallu vraiment collaborer. Et dans la cellule de crise dont je faisais partie, eh bien, il fallait des scientifiques, des décideurs, des scientifiques de compétences vraiment différentes, des agronomes, des biologistes, des sociologues, et puis nous, évidemment, des vétérinaires. Et donc, cette collaboration a vraiment été très enrichissante. Je pense aussi qu'il a fallu beaucoup coordonner sur le terrain et coordonner nos activités avec ce qui se faisait en France et au Luxembourg, parce que les animaux sauvages n'ont pas de frontières. On était vraiment dans une zone clé où on risquait que la maladie ne se répande en France, alors la pression est encore plus forte. Et puis aussi beaucoup de communication, ça c'était aussi un fameux challenge, ces aspects communication. Il a fallu faire l'effort quand même de sortir de son labo, hein, et de sortir de sa zone de confort et de s'adapter à des publics différents, parce qu'il fallait emmener les gens, et notamment les chasseurs, dans cette gestion de crise. On avait beaucoup besoin d'eux pour gérer cette crise. Et donc ça, c'était vraiment un challenge important, de coordonner les intervenants, donc aussi bien les gens des laboratoires que les gens sur le terrain. Et bon, finalement, on s'en est sorti dans 2 ans et 2 mois après ce début de crise. On a retrouvé la Belgique a retrouvé son statut indemne de peste porcine, et on est le 2e pays européen à avoir réussi ce challenge. Vous voyez que ça prend du temps, puisque je vous ai mis un article ici de 2023 où la Chine vient seulement à l'instant d'autoriser les exportations de porcs belges depuis l'embargo de 2018. Alors quand je ne suis pas derrière mon PC, au labo ou sur le terrain, évidemment j'ai aussi des missions d'enseignement, donc je donne cours dans le département de la maladie infectieuse, et ça me passionne aussi
énormément beaucoup. Et donc je terminerai en remerciant toute une série de personnes, notamment mon équipe là-haut, l'équipe Les Sauvages, comme on les appelle à Liège. Donc ce sont des scientifiques qui travaillent beaucoup sur le terrain. Je voudrais aussi remercier toute une série de collègues des différentes institutions qui sont citées ici. Et puis je voudrais aussi remercier Daniel, mon compagnon, qui me soutient toujours dans tous mes projets, et nos 3 enfants qui donnent un sens à ma vie. Voilà, je vous remercie. Merci professeur Linden de nous avoir ouvert les yeux dans un monde un peu particulier, que l'on connaît mal évidemment, mais qui paraît passionnant. En tous les cas, vous êtes tout un peu passionnés. Donc je voulais juste terminer en disant que j'imagine que vous avez quand même été impressionné par la richesse des personnalités que l'on a sélectionnées, par la qualité de leur travail. Je voudrais en profiter pour remercier les membres de la commission de sélection qui ont fait du bon travail, je crois. Donc on vient d'entendre 4-5 exposés dans des domaines très variés, et je crois que c'est une des qualités et de richesse de notre académie et de notre compagnie de pouvoir ouvrir la porte à toute une série de disciplines et de les confronter les unes avec les autres de façon à nous enrichir mutuellement. Je crois que c'est extrêmement important.